parole aux personnes qui sont en visio. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Je démarre sur la présentation, madame. Oui, tout à fait. Voilà, donc je me présente. Bonjour à tous, je suis Hervé Pichon, je suis président de la FCRT, puis je suis par ailleurs directeur d'un CRT, le Centre de transfert de technologie du Mans. Déjà, merci de nous recevoir à cette occasion, à l'occasion de votre mission. On va peut-être aller, enfin, vous nous avez donné à peu près un quart d'heure, donc il va falloir qu'on aille un peu rapidement par rapport à un certain nombre de sujets. Si vous pouvez mettre notre diaporama sur l'écran, est-ce que c'est possible? Peut-être. Oui. Désolé de ne pas avoir pu être à Paris avec vous, puisque bon, moi je suis au Mans, je ne pouvais pas me rendre à Paris aujourd'hui. Philippe Cagnot, délégué général de l'association, est actuellement en Afrique, puisqu'on travaille aussi au développement du modèle de cellules de diffusion technologique sur des hubs IT en Afrique avec un partenaire qui s'appelle TechDev. Donc voilà, donc je vais faire un peu comme mes camarades des IRT, vous demandez diapositive suivante régulièrement. Simplement, pour démarrer, déjà, je suis plutôt en accord avec tout ce qui a été dit par Vincent Marcaté et ses collègues des IRT. Donc déjà, ça veut dire qu'on partage un certain nombre d'éléments de diagnostic. Donc, c'est plutôt encourageant. Et vous dire aussi qu'on va positionner notre présentation plutôt sur ce qui se passe auprès des acteurs de terrain, PME, avec qui on a des collaborations qui représentent quand même 46% à peu près de l'emploi salarié en France. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et même encore à la suivante, parce que je vais aller assez rapidement. Donc, simplement, les CRT et CDT sont des structures, donc, comme vous l'avez dit, en propos liminaire labellisées par le ministère en charge de l'innovation. Un label qui a été créé en 1996, donc depuis plus de 25 ans, et avec un certain nombre de structures partenaires qui ont 30, voire 40 ans. Et on a un cas même particulier d'une des structures qui est toujours labellisée CRT et qui est devenue ITE, c'est Nobatec Inefca. Donc, nos CRT sont, avec les centres techniques industriels CTI, les plus anciennes structures de l'écosystème de l'innovation. Elles disposent d'un savoir-faire important, en particulier dans le développement de projets auprès des PME, PMI, TPE des territoires. Et donc, elles ont un lien fort avec les écosystèmes régionaux. Elles bénéficient souvent de soutien dans les financements publics, à la fois de l'État, bien sûr, qui est souvent le plus petit financeur public de nos structures, mais aussi donc, des régions, des métropoles et des fonds structurels européens dans un certain nombre de cas. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, nous sommes donc des relais entre la recherche, la formation et le monde industriel, une passerelle entre les besoins industriels et en technologie et innovation de ces entreprises qui ont des besoins en ressources et avancées scientifiques. Nous sommes surtout, peut-être, pas forcément les seuls, mais des acteurs opérationnels de terrain reconnus, des interlocuteurs privilégiés des entreprises, en particulier TPE et PME, pour qui nous intervenons contrairement peut-être à d'autres structures, principalement en B2B. Nous sommes prestataires, nous sommes des centres de ressources prestataires pour le compte sur le cadre de projets de ces entreprises-là. Nous sommes relativement peu, on pourra revenir sur le sujet pour expliquer pourquoi, présents dans des programmes collaboratifs de R&D, ou alors nous y sommes présents en tant que sous-traitants. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Sur la diapositive suivante, vous allez voir un peu ce qu'on représente. Aujourd'hui, plus de 75 structures labellisées, avec un renouvellement du label qui est passé maintenant à 5 ans et un suivi annuel dans le cadre d'un processus de labellisation modernisé piloté par le MESRI.
avec un cahier des charges spécifique avec 3 grandes caractéristiques. Tout d'abord, l'adossement et le ressourcement des compétences en lien avec les structures de la recherche académique. Une part d'activité importante, sensible, plus du tiers, est demandée auprès des PME, PMI, donc de moins de 150 ou 500 salariés. Et ça, c'est un critère fondamental pour la labellisation. C'est être capable de montrer que plus du tiers de notre activité contractuelle s'oriente vers ce public. Et donc, ça suppose un lien fort dans les territoires avec des PME qu'il faut amener vers l'innovation. Et nous avons aussi le troisième critère important, c'est développer dans nos structures une palette de services sur mesure. C'est-à-dire que ce sont des structures qui ne sont pas destinées à faire de la prestation catalogue, même si elles en font un petit peu, mais elles ont vraiment cette vocation de prendre des risques, d'accompagner les entreprises pour dérisquer des technologies, dans la même approche un peu que les CRT. Elles emploient aujourd'hui, que les IRT, pardon, elles emploient aujourd'hui, toutes structures confondues, environ 1500 à 1600 collaborateurs. Donc, on est de fait aujourd'hui plus petit que la somme des IRT, ITE. Mais on va quand même embaucher, on embauche plus de 200 docteurs, des ingénieurs et techniciens qui travaillent en étroite collaboration avec les partenaires académiques, avec les SATT, avec les pôles de compétitivité, donc avec la recherche amont, qui sont des structures qui sont parfois membres d'instituts Carnot, quand sur le territoire, il y a un institut Carnot dans leur thématique. Elles apportent d'ailleurs aux instituts Carnot des éléments forts de la labellisation des Carnot, puisqu'elles y amènent dans les indicateurs toute la contribution, la collaboration avec de prestations avec les PME des territoires. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est une longue expérience dans le domaine de l'innovation et du transfert de technologies qui nous confère une position donc originale et spécifique dans un écosystème recherche, transfert de technologie, innovation, tant sur le plan régional que national. À titre d'illustration, ce schéma qui est un peu connu, mais il illustre le processus d'innovation et de transfert de technologie et l'articulation complémentaire entre la recherche et les entreprises. Si on passe à la diapositive suivante, vous allez voir que, en fait, comme l'a dit Vincent Marcatet tout à l'heure, on se situe un peu dans la même situation que les IRT en termes de TRL. C'est-à-dire qu'on est plutôt acteur des TRL médians pour lesquels on aide à traverser une forme de vallée de la mort de technologie quand on travaille, mais en lien direct avec des entreprises sur nos marchés. Donc, parfois, pour autant, donc dans le cadre de le ressourcement ou quand ils participent à des projets plus amont, les CRT, CDT ont des collaborations avec les laboratoires universitaires où là, on va travailler à partir de TRL, parfois 2, mais plus souvent 3, pour aider à maturer des technologies. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, depuis le début des années 2000, avec l'apparition de tous les nouveaux outils, alors vous l'avez constaté certainement, le paysage de l'innovation s'est largement complexifié et densifié. Ça ne veut surtout pas dire que les autres outils n'ont pas leur utilité, n'y voyez surtout pas ce propos-là, mais c'est quelque chose d'un peu complexe qui est parfois difficile à lire pour un certain nombre d'acteurs. Donc, parce qu'il y a aujourd'hui plus de 450 structures qui sont labellisées, qualifiées sur un ensemble de couches. On a souvent parlé du millefeuille et comme ça a été souligné un petit peu tout à l'heure, quelque chose qu'on ne sait pas toujours bien faire, c'est considérer que pour qu'un arbre pousse, il faut de temps en temps un petit peu l'élaguer. Nous, on a plutôt tendance à rajouter une couche pour l'empêcher de pousser. Donc, je dirais qu'il faut sans doute, alors je pense que toutes les structures qui sont en place ont de bonnes raisons d'exister, elles ont de bonnes collaborations, elles peuvent davantage et mieux collaborer. Elles ont aujourd'hui des axes de développement qui sont, je pense, assez clairs. Et je dirais qu'il faut surtout
cesser de créer de nouvelles structures parce que ce serait condamner, à un moment donné, condamner des structures existantes. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est peut-être un petit peu ça la première erreur de notre système. Et donc, avec le souhait qu'une des premières recommandations de votre mission soit d'organiser cette réflexion nationale pour bien cerner toutes ces articulations entre les outils, ce qui a été proposé tout à l'heure dans le cadre de l'intervention des IRT. Donc, l'écosystème de l'innovation doit être placé en articulation très forte avec la recherche de façon décloisonnée, dans une spirale en continuum, comme ça a pu être indiqué précédemment. Donc, je reviens sur cette idée que pour faire pousser, il faut aussi un petit peu élaguer. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Il nous semble qu'une seconde erreur qu'on commet, c'est de focaliser beaucoup une très grande partie des mesures sur les startups. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les startups, n'y voyez surtout pas ça. Mais attention à ne pas focaliser trop, uniquement sur cette idée de start-up, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises en France qu'il faut faire grandir. Certes, les start-up, il faut les faire grandir, mais il faut accompagner les entreprises qui sont présentes sur le territoire. Et en particulier, toute cette masse silencieuse des TPE et PME existantes qui ne demandent qu'à se développer. Alors, pour mieux dynamiser l'innovation au sein de notre tissu industriel territorial de PME, PMI, nous suggérons de mettre en place quelque chose qui était prévu, qui n'a pas été mis en place, qui est le coupon recherche-innovation, qui pourrait être un outil universel pour les entreprises avec qui nous échangeons au quotidien et qui en souligne le caractère efficient et attendu. Il s'agit donc de couvrir de manière large, sans s'attacher aux seuls critères de filières industrielles, l'ensemble du tissu des PME, PMI françaises et de leur offrir de réelles opportunités de rebond économique. Ainsi, cette mesure, sans mettre en jeu des enveloppes financières colossales, puisque une simple enveloppe globale de 120 millions d'euros permettrait de cibler au moins 4000 entreprises françaises. En fait, c'est très peu d'argent public, en fin de compte, face aux centaines de millions d'euros que parfois on sait dépenser, parfois à juste titre, mais là, on est sur quelque chose qui pourrait être très ciblé vers les PME, PMI. Donc, cette mesure dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'elle faisait partie des mesures envisagées, elle n'a pas été mise en place, alors qu'elle l'aurait permis, elle permettra peut-être de soutenir le développement d'innovation dans des PME, avec un soutien fort au développement d'un certain nombre de travaux qui peuvent être menés dans l'entreprise ou avec des partenaires externes, par exemple les CRT, mais aussi les centres techniques industriels et pourquoi pas des laboratoires de recherche académique. Pour lesquels, par contre, un peu comme ça a été le cas pour les prestations technologiques réseau, les fameuses PTR qui existaient sur des beaucoup plus petits montants il y a quelques années, il est primordial de conserver un mode d'instruction simple et rapide. Comme le disait un intervenant dans une audition précédente, il ne faut pas mettre trop d'administration dans ce type d'aide. Il faut vraiment aller sur des choses les plus concrètes possibles. Alors, si on passe à la diapositive suivante, donc là, pour nous, la troisième erreur que l'on peut pointer se retrouve bien identifiée dans le mot même de la loi de programmation de la recherche publique, où on ne trouve pas le mot innovation. On confond trop souvent recherche et innovation. Et même si le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est bien devenu le MESRI avec innovation, il serait, nous semble-t-il, judicieux de construire une loi de programmation de la recherche publique et de l'innovation, plutôt que donc pour amener cet aspect innovation, industrie, à proximité de la recherche, un peu comme vous le proposiez tout à l'heure, ou comme vous le pressentiez tout à l'heure, avec
Par exemple, un ministère chargé de la recherche et de l'innovation, de la recherche et de l'industrie et innovation. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce soit mis au même endroit. Donc, une vraie loi de ce type-là qui s'inscrit donc dans une stratégie d'innovation en lien étroit avec les différentes stratégies de nos entreprises industrielles, y compris d'ailleurs, effectivement, les aspects liés au développement durable et à l'écologie et toutes ces questions qui nous paraissent primordiales pour le développement de nos activités, de nos entreprises et au-delà de ça, de notre société. Sur la diapositive suivante, alors le crédit impôt recherche, qui a été tout récemment revu pour être en conformité avec des dispositions réglementaires européennes, il y a un certain nombre de choses qui ont été abolies. Par certains côtés, c'est peut-être une bonne chose d'avoir au regard de la réglementation européenne, mais il est regrettable que ce soit un nivellement par le bas de ce crédit. Mais cette suppression de l'avantage du doublement a permis d'éteindre des distorsions concurrentielles entre les acteurs publics et privés de l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Mais ce n'est pas forcément là qu'est l'erreur. Donc effectivement, ce qui a été proposé tout à l'heure, qui est un peu le SICO, en fin de compte, c'est de la recherche sur la recherche collaborative. Nous y sommes plutôt favorables, même si on voit que aujourd'hui, dans les discussions qu'on peut avoir, nos structures qui font de la recherche pour des entreprises qui sont habilitées, agréées au crédit d'impôt recherche, il est considéré qu'elles ne seraient pas au RDC, donc organisme, parce que effectivement, là, elles ont une part d'activité contractuelle qui serait trop importante et pourtant, une fois de plus, je dirais, nos structures ne bénéficieraient pas de l'agrément qui leur permet d'apporter une contribution forte aux entreprises dans le cadre de projets de recherche et d'innovation dont elles ont besoin. Donc, ce que l'on propose, c'est qu'à côté de ce crédit d'impôt recherche, que dans le cadre des mesures de crédit d'impôt, le crédit d'impôt innovation soit renforcé pour mieux exploiter au profit des PME, PMI, pour un meilleur impact sur les PME, PMI. Aujourd'hui, il nous semble que ce crédit d'impôt innovation est trop faible par rapport aux besoins des PME, puisque les taux d'intervention sont plus faibles que sur le crédit d'impôt recherche. Donc, il pourrait être majoré pour les PME, par exemple, en le portant à 40%, afin de véritablement promouvoir une politique d'innovation au sein des PME et PMI. Alors, sur la diapositive suivante, un autre point, alors ça ne concerne pas forcément toujours directement, mais une erreur qu'on voit encore moins, qui s'atténue progressivement, mais c'est que les modes d'évaluation de la recherche publique ne sont pas forcément les plus propices à ce que à ce que vous appelez de vos voeux, d'interpénétration entre le public et le privé pour aller faire de l'innovation, puisqu'il faut trouver il faut d'abord publier, viser pour le chercheur public une carrière professionnelle ou une carrière qui lui donne davantage de valeur, alors que souvent les collaborations avec les entreprises, c'est intimement lié à des travaux confidentiels, donc qui sont de fait pas publiables. Il faut sans doute repenser cette façon de voir la carrière des chercheurs pour les amener davantage vers l'innovation et vers les entreprises. Sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la sixième, donc vous l'avez compris, on joue un peu au jeu des 7 erreurs. La sixième erreur se matérialiserait dans le mode de financement, autrement dit, une forme de business model des acteurs de l'écosystème qui est créé post-2000, qui a déjà pourtant mis en exergue dans le rapport de la Cour des comptes de mars 2018 sur les outils du PIA, et plus récemment dans le plan d'évaluation des aides à la recherche, au développement et à l'innovation,
Ces business models, comme d'ailleurs d'autres l'ont déjà souligné, ne sont pas viables, mais nuisibles et perturbateurs pour le fonctionnement même de l'écosystème. Quand je dis ne sont pas viables, hein, c'est que souvent on crée des choses en disant ça va s'équilibrer, etc. On sait que ce n'est pas viable, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut quelquefois aussi un petit peu arrêter de se mentir et voir les choses un petit peu enfin, on sait qu'il y a des éléments, ça a été dit tout à l'heure, hein, pour impacter fortement les entreprises. Il ne faut pas demander aux structures d'être forcées. Enfin, les structures ne peuvent pas atteindre un autofinancement rapide, etc. C'est juste inenvisageable. Donc, les CRT, eux, sont des acteurs qui ont pu, avec le temps, parce que comme on l'a dit, on est déjà un petit peu ancien, développer un business model basé sur 60-70% d'autofinancement. Ça dépend un petit peu des secteurs industriels. À ce niveau-là, c'est considéré comme, enfin, on peut considérer que c'est un modèle assez vertueux. Mais comme ça a pu être souligné par ailleurs, hein, il est aussi basé sur le fait qu'il y a une activité marchande qui ne relève pas d'activité partenariale. Donc, il existe une grande disparité des mécanismes d'aide d'une région à une autre, ça a été dit déjà par ailleurs. Il est souvent difficile de mettre en œuvre des outils d'accompagnement, en particulier lorsque la start-up ou la PME et le centre type CRT n'appartiennent pas au même territoire régional. C'est un autre point que l'on voulait mettre en avant, c'est que, alors, effectivement, les régions ont pris une part importante dans les écosystèmes, mais quand on travaille en interrégional, on continue d'avoir des difficultés pour les soutiens publics sur des projets de développement. Donc je crois que votre rapport pourrait apporter cette réflexion sur le financement de cet écosystème et notamment sur les interpénétrations interrégionales pour faciliter toutes ces collaborations. Même aujourd'hui, il existe pas mal de structures interrégionales. Les pôles de compétitivité sont parfois interrégionaux. Et il faut que l'accompagnement des projets soit aussi de plus en plus interrégional quand c'est possible. Alors, et puis peut-être dernière erreur sur la diapositive suivante. Bon, peut-être un petit peu moins spécialiste, mais relative à les postures sur la propriété intellectuelle qui freine un certain nombre de projets. Nous proposons que les acteurs d'innovation, dont les CRT, CDT, deviennent de véritables interlocuteurs, car la complexité des procédures bute la majorité des PME dans ce domaine-là. Donc, charge à nous de pouvoir les accompagner. Mais pour les accompagner, il faut qu'on puisse avoir un financement de cet accompagnement pour permettre un meilleur accès à l'API pour les PME. Pour pouvoir les accompagner, nous, on a besoin d'être soutenus car aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis, je voudrais, sur une autre préconisation sur la diapositive suivante, notre modèle actuel de recherche appliquée est basé sur un mécanisme d'appel à projet qualifié de compétitif qui met en concurrence différents sujets de recherche portés par des consortiums ou avec des objectifs propres. Après sélection des projets, ceux-ci sont financés pour partie par des fonds publics en fonction de lignes de dépenses éligibles. Donc, il s'agit là d'un soutien financier absolument nécessaire à l'amorçage et à la prématuration de technologies d'avenir. Les membres de ces consortiums de statut privé abondent les budgets sur leurs fonds propres. Dans le cadre de ces appels à projets, lorsque les critères pris en considération favorisent l'excellence au détriment de la valorisation possible des résultats ou de l'adéquation avec les besoins des industriels, on constate que ce sont les instituts de recherche publics qui sont majoritairement financés. Et dans ces appels à projets, notre apport dans le projet d'innovation fait que nous sommes considérés comme des PME, avec un financement à hauteur de 45%, alors que nous serions très utiles dans ces projets-là, mais en fait, nous ne pouvons pas y aller
à cause de ce taux de financement, puisque nous n'avons pas de retour ensuite sur notre implication dans ces projets-là, puisqu'on ne vend pas de produits, donc on ne peut pas revaloriser ensuite de notre apport dans ces projets. Donc, nous recommandons que les CRT labellisés soient considérés comme des organismes de recherche et de diffusion des connaissances au sens de la définition issue du règlement européen, et que dans les appels à projets, il y a une mention de ces structures qui leur permettent d'accéder à des taux de financement dans ces projets qui soient plus compatibles avec la réalité de leur coût. Et nous pensons que si cet élément-là peut être reconnu, vous verrez beaucoup plus de structures de CRT dans les appels à projets collaboratifs, en lien avec les pôles de compétitivité, en lien avec les IRT, en lien avec l'ensemble de l'écosystème, où ils apporteront leur savoir-faire pour contribuer à maturer des technologies, à faire des choses très, très concrètes, et ils pourront y amener aussi leurs partenaires qui sont donc pour beaucoup des PME. Mais excusez-moi, monsieur, si je peux me permettre, je ne suis pas une très grande sachante sur le sujet, mais je réfléchis et il n'y a pas un problème du point de vue de la réglementation européenne, parce que ça ferait quand même beaucoup, finalement, de deniers publics à tous les étages. La réglementation européenne, elle règlement d'exemption. Oui, mais si on est sur de la recherche et innovation, on est sur des règlements. Enfin, il ne s'agit pas d'aller contre les règles européennes, hein, mais sur les programmes de recherche et d'innovation, la réglementation européenne permet de financer, tant qu'il s'agit d'activités de développement de connaissances, évidemment. Elle permet de faire un certain nombre de financements. Mais aujourd'hui, un CRT qui contribue dans un programme collaboratif de recherche, y compris s'il amène une activité donc, de recherche à des TRL 3 par exemple, ce que les laboratoires publics ne vont pas nécessairement ou toujours faire, eh bien, il est financé comme une PME à 45% de ses coûts. Donc, en fait, il se retire ou alors il y va en tant que sous-traitant des laboratoires publics. D'accord, merci. Voilà, c'est parce que juste, il n'y a pas, je dirais, la case qui dit CRT, par exemple. Enfin, CRT, c'est ORDC, alors qu'elle existe à l'échelle européenne. Hein. Les non-profit organizations, ça existe à l'échelle européenne. Mais sur les programmes nationaux, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les NPO. Ce sont les NPO à l'échelle européenne. Voilà, donc j'arrivais à la fin de ma présentation. Je pense que puis je vois que j'ai un peu pris beaucoup de temps. Désolé de la faire à distance, qui ne contribue pas à la rendre, comment dire, toujours très, très claire, parce qu'on parle devant son écran. Mais évidemment, on est à votre disposition pour toute question. Non, écoutez, on vous remercie beaucoup. Votre présentation est assez dynamique et en tout cas assez explicite quant aux erreurs qu'il faudrait ne pas persévérer de façon diabolique à commettre. Donc, merci beaucoup. Je reste. Vous avez essayé d'agir sur ce dernier point que vous avez soulevé technique, qui finalement, s'il n'y avait vraiment pas de problème de qualification, ne devrait pas être insurmontable. Avoir une case une case particulière dans un appel à projet qui amènerait à un taux de financement plus fort, Bercy n'est pas toujours d'accord. Oui, ça sur l'effet collatéral, je comprends. Alors c'est vrai que nous sommes un réseau, mais nous sommes aussi des petites structures, hein, comme on l'a dit. Hein, le CRT moyen, c'est une vingtaine de salariés. Donc, au niveau national, on est 75, donc ça veut dire effectivement une vingtaine de salariés par structure, ancrés dans des écosystèmes régionaux. On a sollicité bien souvent ceux qui portent aussi ces projets vers les financements, donc les pôles de compétitivité, pour nous dire
promouvoir cette idée d'avoir une case dédiée. À ce jour, on n'a pas encore eu de gain de cause, on va dire, sur cette situation-là. Et je pense que pourtant que et au début des pôles de compétitivité, beaucoup de CRT sont entrés souvent avec succès dans les appels à projets de l'époque. Et au bout de quelques années, on fait marche arrière parce que à 45% de financement d'un projet, quand vous avez malheureusement, c'est grave de le dire, un bon taux de succès sur les appels à projets, à la fin de l'année, vous regardez votre compte d'exploitation et vous êtes en perte. Donc, la plupart du temps, nos structures sont pour beaucoup des associations loi 1901. Elles ne peuvent pas se permettre 3-4 exercices en perte successifs. Donc, on se repositionne sur de la prestation directe auprès de clients et sur des positions de sous-traitance dans les appels à projets, mais avec un impact moindre dans les projets, puisqu'on n'y va vraiment que sur des points sur lesquels on devient entre guillemets un prestataire de service pour le compte d'un laboratoire public. Et la créativité tout à l'heure, nos collègues des IRT disaient aussi un peu, c'est que quelque part dans les appels, ils montent des consortiums et leur équipe de R&D travaille pour le compte du consortium. Donc, on a cette capacité à être très, très complémentaire avec eux parce qu'on a une habitude de travail avec les PME, pas que, mais notamment avec les PME. Comme certains l'appellent de leur vœu, pour que dans le cadre de ces collaborations entre ceux qui ont plus des fondateurs, qui sont des grandes entreprises, et ceux qui peuvent amener toute cette relation avec les tissus d'entreprises des territoires, on a toute vocation à travailler ensemble pour accompagner ce développement de l'innovation. Ça passe par les appels à projets. Oui, juste pour une histoire de recherche, entre guillemets. Donc là, il y a un vrai sujet. Pour compléter ce que vient de dire Stéphane, je suis en parfait accord avec ce qu'il vient de dire. Et pour autant, quand on est sur des projets de ressourcement qui sont financés par le CPER, avec des fonds structurels européens qui viennent les compléter, cette fois-ci, le regard sur la nature du travail, et donc il reprend la réglementation européenne sans aucune difficulté. Et les appels à projets nationaux, qui sont quelque part dépendent de la même logique, c'est le même ministère qui les lance. Eux, ils disent non, là ça marche plus. Oui, mais expliquez-nous pourquoi ça marche là et que ça marche plus à côté. C'est la même chose. Même chose. Si je peux compléter ce que vient de dire Hervé et Stéphane, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que la problématique vient surtout de la frilosité qu'on a en France chez nos fonctionnaires, parce que on a parlé tout à l'heure du chèque innovation, recherche, ça fait très exactement 18 ans qu'il est mis en place chez nos voisins belges, en parfaite adéquation avec la réglementation européenne. Il n'y a aucun problème. Et le ministère chez nous, il dit « Ah non, on va avoir des problèmes avec la réglementation européenne », alors que nos voisins ne les ont pas. Et je pense que c'est pareil pour cette fameuse case. On est toujours en retrait alors qu'il n'y a aucun problème pour qu'on soit effectivement reconnu. Il n'y a absolument rien, mais c'est une frilosité à mon avis. Merci beaucoup. Cette audition va prendre fin. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps, messieurs, sur place et en ligne, et passez une bonne fin d'après-midi. Merci à vous. Merci à vous. Merci madame. Et au revoir à tous. Et puis on aura l'occasion de rééchanger avec vous, j'espère, et avec nos collègues, en tout cas de la FIT, parce qu'on a le souhait aussi d'avoir des collaborations, des partages d'expériences avec eux. Merci à vous et bon travail Merci de synthèse. Merci.